intervention très construite. Je voudrais terminer cette intervention avant de passer la parole et de répondre à vos éventuelles questions. Insister sur un autre aspect qui est vraiment une de mes déterminations initiales fondamentales, mais qui en fait synthétise tout ce que j'ai dit, c'est la nécessité d'une approche interne. Et la linguistique historique et comparée du berbère ne peut pas se faire de l'extérieur, à partir du sémitique, de l'afro-asiatique, de ce que vous voudrez, ou de l'arabe, comme ça a été trop souvent fait, parce que c'est quand même, je dirais, l'évidence méthodologique, c'est d'abord de tenter de reconstruire à partir des matériaux berbères avant toute comparaison externe et toute utilisation de matériaux externes pour éclairer les données du berbère. Et je dirais, c'est quand même un travers qui a été extrêmement présent, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, mais vous voyez, si je prends des données libyques, pendant, je dirais, plus d'un siècle, on a travaillé sur le libyque, c'est-à-dire sur la forme antique, enfin, les attestations écrites antiques du berbère, au fond, à partir de données extérieures, pas à partir de données berbères. On a travaillé à partir du punique. On a travaillé, c'est comme ça que, par exemple, on a longtemps affirmé, alors ça a été largement contesté au cours des dernières décennies par les historiens, en particulier nos collègues tunisiens, de la proto-histoire et de la période antique, affirmer que l'organisation municipale des villes, donc des cités libyques, je pense évidemment aux cités du nord de la Tunisie et de la Numidie, donc du nord constantinois, comme Bonn, Annaba, Hippo, Redbus, était fortement influencée par l'organisation de Carthage. Ça, c'est une thèse classique des historiens. Or, comme je crois l'avoir montré, quand on regarde la nomenclature des titres et fonctions qu'on peut détecter dans les inscriptions bibliques, on s'aperçoit que quasiment toutes sont spécifiquement bibliques, c'est-à-dire berbères. Il n'y a donc pas de calque direct et que ça va même plus loin, puisque la plupart du temps, dans les inscriptions bilingues, le punique se contente de transcrire le libyque. C'est-à-dire que c'est la fois même qu'il n'y a pas de correspondance entre l'organisation, la hiérarchie, si vous voulez, des fonctions et l'organisation municipale libyque et celle de Carthage. Et pourtant, on a affirmé pendant des années, des décennies même, que, au fond, l'urbanisation libyque était d'influence carthaginoise. Bon, les antiquistes et proto-historiens tunisiens en particulier ont montré que l'urbanisation de ce qu'on peut appeler la Numidie, en fait beaucoup plus ancienne qu'on ne le pensait, et certainement même sans doute antérieure à l'influence directe de Carthage. Vous voyez, de même, exemple simple, alors que si vous prenez tous les titres et fonctions, ils ne s'expliquent que par le berbère. Ce ne sont pas des emprunts en punique, non seulement ce ne sont pas des emprunts en punique, mais en plus, très souvent dans les inscriptions bilingues, le punique se contente de transcrire le libyque, comme si ça ne savait pas trop ce que c'était, ou en tout cas ça ne correspondait pas aux fonctions, aux titres et fonctions que eux connaissaient, qu'on connaissait en public. Vous voyez, donc un regard plus interne remet les choses, c'est pareil,
question des emprunts. Si vous parcourez les dictionnaires les meilleurs, hein, je pense au Foucault, je pense au etc., vous allez avoir très souvent le petit signe qui indique que c'est un emprunt arabe. Je dirais dans de très nombreux cas, c'est une ineptie absolue. Mais pourquoi? Parce que c'est les berbérisants, même linguistes, étaient souvent de très solides arabisants avant d'être des berbérisants. Ah, c'était le cas de Foucault, pour prendre le dictionnaire de la Haga. Hein. Si vous prenez Charles de Foucault, vous regardez sous la racine FRG, il vous met la petite étoile qui indique que c'est un emprunt arabe. C'est vraiment une erreur évidente. Fred, enclore, clôturé, est une racine spécifiquement berbère. Mais au fond, pourquoi? Parce que Charles de Foucault, en bon arabisant, a pensé à la racine FRQ, hein, etc., séparée, etc. D'où c'est un emprunt. Il n'y a aucune raison de poser que c'est un emprunt. Pourquoi? Parce que cette racine FRG est pan-berbère. Hein, l'idée de clôturer et a donné des tas de termes totalement pan-berbères. Etc., qu'on trouve partout. C'est-à-dire que, au fond, ce regard extérieur... 33 9 48 15 10 96, appel téléphonique, plus d'infos, bouton, appel entrant, plus 33 9 48 15 10 96. Ici. Voilà. Excusez-moi. Donc, sur cette question des emprunts, c'est aussi, je dirais, on peut multiplier les exemples. Hein. Il n'y a absolument aucune raison, ni sémantique, ni phonologique, hein, parce que le qaf, la l'uvulaire occlusive de l'arabe n'est jamais traité en berbère. Ça ne peut pas être un emprunt. Phonologiquement, ça ne peut pas être un emprunt à l'arabe. Et sémantiquement, c'est autre chose. Et en plus, la racine est en berbère. Mais vous voyez, la présence, c'est un peu ce qui s'est passé pour la notion de racine. Hein. J'ai consacré un chapitre entier à cette notion, à la critique mesurée, pondérée de la notion de racine en berbère. Il est évident que la notion de racine a été adoptée par osmose avec les études sémitiques et arabes. Et David Cohen lui-même avait mis des réserves très fortes. Il y a dans l'ouvrage collectif qu'a dirigé Amina, je crois bien, hein, c'est là-dedans, en 93, me semble-t-il, que j'avais pu vérifier sur des données statistiques tout à fait significatives. En fait, la racine au sens des sémitisants, c'est-à-dire comme base de dérivation d'une commune à une famille de mots, ne fonctionne en berbère que dans un pourcentage très limité, hein, on arrive à peu près à un tiers du lexique, maximum, hein, c'est-à-dire que l'immense majorité, en synchronie, l'immense majorité des formes lexicales sont des unités isolées, hein, en tout cas qui n'appartiennent pas à des familles dérivationnelles. Donc vous voyez, ce problème du regard externe se retrouve dans tous les domaines, hein, dans les approches sociologiques, dans les approches linguistiques. L'Égypte aussi. Les cas typiques aussi, sur lesquels j'ai consacré un chapitre entier, c'était le nom de l'olivier. Hein. On a deux termes, Azmour, hein, et Aliou Touareg, hein, Aliou, qui désigne plutôt l'oléastre, l'olivier sauvage, hein, une variété d'olivier sauvage. Si vous regardez Foucault et hein, Aliou, automatiquement emprunt au latin oléa. C'est plus que problématique. Pour deux raisons internes au berbère. Parce que Azmour a la forme, le chef de Azmour est une forme dérivée de façon évidente, enfin une forme secondaire, hein, c'est un thème de participe passif sur un modèle consonne 1, consonne 2 tendue, voyelle ou, et troisième consonne
Donc c'est une forme manifestement. Azmour est une, vous avez mot seimos, c'est une forme dérivée de participe passif. Enfin, c'est un schème de participe passif bien attesté en sémitique, d'ailleurs, plutôt en hébreu et dans les langues couchatiques, pas trop en arabe à ma connaissance. Donc Azmour est manifestement une forme secondaire dérivée d'une racine zédémère. Donc c'est probablement pas un terme primitif, alors que aliou, or si vous interrogez les paléobotanistes, ils vous disent très clairement que l'olivier et les oléacées sont d'origine africaine et qu'on a des pollens d'olivier sauvage à moins 20 000 en Tunisie. Et si vous regardez les indo-européanistes, si vous allez regarder Antoine Meillet, par exemple, les dictionnaires des langues étymologiques du latin et les dictionnaires indo-européens, vous allez voir que oléa est la forme grecque dont il est issu, origine inconnue. Et Antoine Meillet vous dit très clairement emprunt à une langue méditerranéenne. Mais vous voyez, la tendance, ça ressemble au latin, donc c'est nécessairement le berbère qui l'a emprunté au latin. Ce regard toujours extérieur. Et c'est aussi, j'ai consacré pas mal de passages dans ce livre, à remettre un peu les pendules à l'heure. Après tout, les langues indo-européennes sont dans le bassin méditerranéen à date relativement tardive, alors que le berbère est là depuis quelques milliers d'années, voire quelques dizaines de milliers d'années. Donc il n'y a aucune raison de postuler de manière systématique qu'une ressemblance berbère-latin implique un emprunt, pas plus qu'une ressemblance arabe-berbère implique un emprunt automatiquement dans ce sens. Ça peut être soit un héritage commun d'un fond lexical afro-asiatique très ancien, soit un emprunt dans l'autre sens. Il y a pas mal d'exemples où on est à peu près sûr, quand vous voyez dans le dictionnaire étymologique de Meillet, de Hernou et Meillet, que tel terme origine inconnue ou origine méditerranéenne, origine méditerranéenne, pourquoi pas origine berbère, tout simplement. Mais ça, on l'exclut d'office. Il y a ce regard un peu de marginalisation qu'il faut aussi combattre. Très nombreux exemples que j'ai essayé de développer. Et l'intérêt, pour terminer, si je fais 2 phrases, l'intérêt fondamental aussi, au-delà de toutes ces questions de méthode que j'ai essayé de développer, de la linguistique historique, c'est au fond l'interconnexion avec l'histoire et la société. Au fond, la langue est dans l'histoire et l'histoire est dans la société. Je terminerai en citant un très très bel exemple que m'a donné mon ami Abdallah. Exemple très révélateur de cette interconnexion entre langue et société, histoire et langue. C'est le mot tafkert. Tafkert, c'est quoi? C'est l'islam soufi rural essentiellement berbère. C'était le terme qu'utilisait. Ce qui est très intéressant, c'est que le terme lui-même, parfaitement berbère de structure, est un emprunt à l'arabe, faber, bien sûr. Il est parfaitement berbérisé, c'est-à-dire qu'une forme d'origine arabe a été parfaitement intégrée au berbère. Vous voyez qu'il y avait là la trace du contact avec la culture et la langue arabe, mais en même temps, au niveau sémantique, il a pris un sens très particulier et très dépréciatif pour désigner l'islam soufi rural berbère, et le terme est employé dans les sources arabes anciennes, puisque elle avait indiqué des sources dans des échanges entre clercs de l'islam, disons urbain, proche du sultan marocain, et où on qualifie de
cet islam berbère. C'est-à-dire que même en langue arabe, on a réapproprié le terme de l'étymologie première est arabe, mais parfaitement berbérisé, pour désigner de façon dépréciative, bien entendu, cette pratique, disons, rurale berbère de l'islam. Voilà un exemple typique, si vous voulez, au fond de cette interaction entre langue, histoire et société, où au fond on trouve des traces à la fois des contacts linguistiques et des interactions entre langues, des interactions d'ailleurs, donc, j'allais dire rétroactives. Le terme a été emprunté en berbère, berbérisé, et repris dans les sources arabes pour dénommer votre mauvais islam, en d'autres termes. Voilà un exemple typique aussi de l'intérêt de l'étude, au fond, de ces formes anciennes et de ces essais de reconstruction, en particulier dans le domaine lexical. Là, évidemment, le lien avec, je dirais, les déterminations sociales est immédiat. Voilà. Et je voudrais terminer, évidemment, en disant combien dans ce travail, qui m'a demandé beaucoup d'efforts, parce qu'il s'agissait de reprendre des articles anciens, de les unifier, de les remettre en forme, de les mettre en cohérence sur tous les plans, de contenu et de forme, combien ce travail n'aurait jamais pu être mené à bien sans l'aide permanente et la relecture attentive de mes amis, ici présents, Abdallah, Jorge, Kamal, et de très nombreux autres amis, dont Joseph, qui m'ont éclairé sur tel ou tel point, en hébreu, dans sémitique ancien, en ceci, en cela, des collègues que je ne connaissais pas, comme les paléobotanistes de Montpellier, qui m'ont donné tous les éléments sur l'origine de l'olivier, par exemple. Je dirais que ce livre n'aurait jamais pu voir le jour si je n'avais pas eu cette lecture sur toutes les questions de proto-histoire, de préhistoire, évidemment André et Colette Roubaix qui n'est pas là, ont été absolument décisifs. Et aussi, bien sûr, je dois dire que le travail n'aurait jamais pu être mené à terme, non seulement sans cet enrichissement, je dirais, par ces regards croisés multiples, de l'arabisant, des sémitisants, des préhistoriens, etc., des linguistes, mais aussi tout le travail alors de fourmi qu'a réalisé Massine Ferkel pour le mettre en forme finale, ce que, évidemment, je ne suis absolument plus capable de faire, bien entendu. Voilà, je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas assommé et que ceci aidera peut-être à une approche plus rigoureuse et éveillera quelques vocations dans ce domaine. Je vous remercie. Merci Salem pour cet excellent exposé. Et on t'écouterait pendant des heures. On pourrait t'écouter pendant des heures. Oui, mais c'est dangereux parce que je n'arrête pas. Je pourrais parler du cheval, je parlais de la maison, mais on pourrait parler du cheval, on pourrait parler des noms de nombres, on pourrait parler du libique, de la variété des formes de libique, ça aussi. C'est sûr que c'est très intéressant. Mais en tout cas, moi je plaide pour un regard interne, fondamentalement interne, bien sûr ouvert sur les langues sémitiques, sur les langues de la Méditerranée, sur les cultures, sur l'histoire, etc. Mais un regard qui part d'abord des données internes. Il n'y a pas d'autre moyen, sinon on plane des choses comme ça. Voilà. Tout à fait. Oui. Alors, donc, merci pour toutes ces considérations méthodologiques, en particulier pour les étudiants.
concerne la linguistique historique en lien aussi avec la société, mais aussi sur l'usage, disons, nécessaire, mais raisonné de la dialectologie pour ces études-là. Voilà, merci beaucoup. Et donc, voilà, s'il y a des questions... Tout n'est pas résolu. Bonjour. Alors, bonjour Salem, c'est Daniela. Et merci beaucoup vraiment pour ton intervention très très riche. Et je voudrais retourner au début, parce que tout nous a dit qu'effectivement, il y a toutes les questions qui concernent l'évolution lente, peut-être très lente, du berbère. Il y a des hypothèses, etc. là-dessus. Et je voudrais te poser la question, est-ce que après tout ce travail de linguistique historique, est-ce que tu peux nous apporter des clarifications sur cette idée très répandue de l'évolution lente et même de la continuité continue, si tu peux me permettre, du berbère dans les temps, disons, dans les siècles, plutôt. Oui, ben, c'est une question qui m'a beaucoup frappé. C'est pas une découverte, mais en tout cas une donnée qui m'a beaucoup frappé parce que ce soit quand on s'appuie sur les données médiévales, les traces médiévales, que ce soit les éléments à peu près sûrs qu'on peut dégager à partir des données bibliques, pas très nombreux, mais aussi quand on regarde le nomastique, c'est très important, les noms propres, on est frappé par cette continuité, par cette stabilité. Je citais dans mon introduction, mais quand vous voyez des formes libiques en Y, R, N, T, N, qu'est-ce que ça peut être d'autre que le berbère actuel, Yalmaten, il les a vaincus. Ou quand vous avez Y, F, T, N, Giften, Juften, dirait un chleu, un Touareg, il est meilleur qu'eux, il est au-dessus d'eux, etc. C'est-à-dire qu'on est frappé de voir combien les faibles traces, les faibles lumières qu'on peut avoir, y compris sur les formes les plus anciennes de berbère, les formes libiques, soit à partir des inscriptions elles-mêmes, quand on peut arriver à les déchiffrer, soit à partir de l'onomastique, y compris de l'onomastique daté de l'Antiquité. C'est ça qui est important. Et on voit très bien que les systèmes... on a des formes qui ressemblent de façon troublante à du berbère contemporain. Quand vous prenez notre fameux Jugurtha, qui ne peut être que Jugerten, ou Jugarisen, on dira en kabyle, ou Jugerten, si on parle en touareg, il est plus fort qu'eux, il est au-dessus d'eux, etc. Vous avez donc des formes qui sont onomastiques, qui sont parfaitement datées, qui ont plus de 2000 ans, et que vous interprétez de façon immédiate à partir du berbère actuel, pratiquement sans aucune hésitation. Quand je prenais le cas de Yalmaten, il les a vaincus, mais vous avez le féminin, T-R-N, T-N, Yalmaten. Donc vous avez la démonstration absolue à partir des faibles lueurs libiques que votre système, en tout cas le groupe verbal, c'est quasiment le groupe verbal actuel. Yalmaten, Talmaten.
les a vaincus, elle les a vaincus. C'est extrêmement troublant. De même, au niveau du lexique, il y avait des formes quand même bibliques, comme Agde, qui est immédiatement notre Agde, roi. De même, alors a fortiori, si on regarde les textes du XIe, XIIe siècle, alors là, on a l'impression d'être dans une forme un peu particulière de berbère actuel. Donc on a vraiment l'impression que la langue berbère a évolué de manière très très lente, en tout cas n'a pas connu depuis au cours des 2 derniers millénaires des évolutions aussi, des bouleversements aussi importants, par exemple, que ce qu'ont connu les langues latines, les langues romanes. Si on compare le latin classique avec les langues romanes actuelles. Alors, à quoi est-ce dû? Bon, c'est une idée qui a été vaguement approchée par André Basset, mais à une époque, l'époque coloniale, on évoquait au fond on évoquait la stabilité de la langue en relation avec, je dirais, la mentalité très conservatrice et très, une approche plutôt psychologisante, sans doute discutable, sur le caractère conservateur, etc., de ces sociétés. Ça a peut-être joué un rôle. Moi, ce que j'aurais tendance à explorer, d'abord, il faudrait là en discuter avec des linguistes, avec des diachroniciens d'autres domaines, pour des indo-européanistes, sémitisants, etc., pour essayer d'émettre des hypothèses sur cette stabilité apparemment forte du berbère. On a des évolutions parfaitement détectables, mais quand même, on a l'impression d'une évolution beaucoup plus lente et beaucoup plus d'une stabilité plus grande. J'ai émis très prudemment l'hypothèse que ça pourrait être lié à des données structurales, à des données internes à la langue, c'est-à-dire un système de marquage morphologique très lourd, par exemple, du verbe et du nom. Ça pourrait être lié aussi, alors, si on fait non pas de la psychologie, mais plutôt de l'ethnosociologie, peut-être à la stabilité des modes de vie, en tout cas dans les sociétés traditionnelles. Le XXe siècle change tout, le XXe et le XXIe siècle change tout, mais en tout cas une longue continuité, une longue stabilité qui fait que malgré les vicissitudes historiques, l'influence de l'arabe, l'influence du latin, la présence, etc., la langue est restée. J'aimerais bien poser la question. Je dirais qu'il y a une continuité territoriale aussi. Ne jamais oublier, par exemple, si on compare avec les langues romanes, que le latin s'est imposé sur des substrats qui étaient non latins. Et donc tout ça induit nécessairement des évolutions, des recompositions très importantes, que ce soit en Gaule, que ce soit en péninsule ibérique, etc. Les substrats linguistiques préexistants n'étaient pas latins, et en péninsule ibérique, ils n'étaient même pas indo-européens. Donc il est probable que là l'évolution du latin était beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide, alors que le berbère, je dirais que je mettrais ça aussi en lien avec la stabilité territoriale du berbère depuis des millénaires. On en discutera avec André, mais au minimum depuis les tout débuts du néolithique, et même probablement bien avant. Voilà. Donc il y a peut-être ce facteur qui joue, de stabilité territoriale, de stabilité sociologique,
trémour du verbe et du nom qui peut permettre que Yalmaten et Talmaten, c'est du verbe actuel alors que ça a 2000 ans. Mais là, on est vraiment dans un champ à explorer. J'avoue que ça demanderait vraiment des échanges très approfondis avec des spécialistes plus généralistes de la diachronie. Parce que, si vous voulez, le cas connu des évolutions qu'on peut préparer autour de la Méditerranée, c'est vrai qu'on a des bouleversements linguistiques quand même beaucoup plus brutaux, beaucoup plus importants. Je pense à l'expansion latine, bien sûr, mais ça peut être vrai aussi pour le germanique, qui s'étend, qui explose très vite à partir d'un noyau initial, des phénomènes, alors que les berbères, il y a une stabilité territoriale, plurimillénaire, pour être prudent. Voilà. Mais là, c'est plutôt un champ d'exploration, à débattre. Il faudra qu'on discute avec de grands diachroniciens, comme notre ami Pozdniakov, par exemple. Voilà, merci. Alors, on va prendre encore peut-être 2 questions, parce que là, on est... Oui, bon, moi je serai très bref. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, je voulais juste féliciter Salem pour cette contribution très importante. Et je pense que c'est un travail qui a beaucoup servi aussi bien pour les jeunes professeurs que pour les étudiants, étant donné évidemment que tous les thèmes importants ont été abordés dans cette étude. Évidemment, je vais être très bref personnellement. Je pense qu'il y a un autre thème qui est toujours très intéressant. Tu peux parler plus fort un peu, s'il te plaît? Oui, vous m'entendez là? Oui, ça va mieux. Vous m'entendez mieux? Oui, oui. Oui. Oui, donc j'ai dit que je remercie Salem pour cette contribution qui est évidemment très importante, étant donné la diversité des thèmes qui ont été abordés, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les jeunes chercheurs. Alors, ce qui est le plus important, effectivement, c'est qu'il y a un travail énorme à faire maintenant concernant la documentation sur les différentes variétés dialectales. Et ça, c'est un travail de terrain, comme il a dit, qu'il faut faire pour travailler sur des documents de première main et pas des sources secondaires. Bon, je reviens sur un thème qu'il a abordé. Donc, c'est concernant justement les emprunts. Et là, il y a un travail énorme à faire pour justement arriver, comme on a trouvé le terme amazir aujourd'hui, qui est devenu, disons, le générique, le générique par lequel on appelle tous les berbères. Et de la même façon, tout ce qui est justement de certains termes concernant les emprunts, il faudrait peut-être qu'un travail soit fait afin que nous ayons des emprunts qui puissent être aussi valables pour l'ensemble des parties. Comme par exemple, un exemple que j'emprunte à faire Louis Mamri, qui était son âme, quand il a créé le mot azul. Alors évidemment, le mot azul, aujourd'hui, il remplace beaucoup les termes arabes que les gens utilisent pour se s'habiller dans le monde berbère. Parce que azul, comme vous le savez, ça vient de Aoul, en Touareg, H-L. Et Aoul, en fait, en Touareg, on n'emploie pas le mot azul. On emploie plutôt Oularid, je salue un tel. Ou bien Toult, ma salutation à un tel. Mais Mamri a eu l'ingéniosité de créer le mot azul, qui évidemment maintenant passe partout et que tout le monde comprend. C'est-à-dire que le principe qui est le plus important, c'est de partir des racines existantes dans l'une ou l'autre des variantes dialectales pour créer les mots, par exemple, que l'on n'a pas aujourd'hui concernant la création des néologismes. Je cherchais, par exemple, pour dire diaspora. Comment on dirait diaspora, par exemple? Il y a souvent des emprunts partout et peut-être qu'ici dans la salle, il y a des spécialistes qui vont essayer de trouver une racine berbère ou amazir à partir de laquelle on peut construire le mot au lieu d'employer toujours des termes extérieurs.
Donc c'est surtout pour inciter les jeunes qui font des lexiques de travailler sur les stocks berbères existants, les différents dialectes de la Mazir, pour créer des mots nouveaux qui pourront être des mots en berbère, pas en Mazir. Merci. Oui, pardon. Oui, d'accord. Oui, tu as tout à fait raison. Le Hazoul est clairement une erreur. Hein, clairement une erreur qui est fondée sur justement le fait que Mamri, à l'époque, ne s'est fondé que sur le Foucault. Il n'avait pas une connaissance, on n'avait pas les outils non plus sur les parlers touaregs méridionaux. Et là, on se serait aperçu tout de suite que le de ou alors, etc., de saluer en touareg n'est pas la forme locale du Z berbère nord. En fait, il y a une erreur, si vous voulez, dans cette reconstruction de Hazoul, parce que, effectivement, les Z du berbère nord en touareg à Agar sont réalisés en E, hein, mais ça n'est pas. Tous les E du touareg ne sont pas des E en réalité. Et c'est ça qu'il n'a pas vu Mamri. Et donc il a proposé Hazoul, mais il suffit de vérifier le touareg méridional pour voir que Hazoul, le E est primitif en réalité, hein, et qu'il n'y avait pas lieu de restituer en E. En fait, il y a l'erreur, pour parler simple et de façon formelle, c'est qu'il a été établi une relation biunivoque entre berbère nord et touareg, Z égale E, ce qui est faux. Mais il a un sens. Voilà. Il y a des E qui sont issus de Z, mais il y a des E qui sont primitifs. Et le E de Hazoul était tout à fait primitif. Voilà. Donc c'est au fond une fabrication erronée, hein, mais qui a pris socialement aussi. C'est intéressant de voir comment. Voilà, merci. Je voudrais apporter une précision sur ce que tu as dit à propos de Tafkhet. C'est tout simplement que Tafkhet est dans l'épître que Moulay Ismaïl, le vrai fondateur de la dynastie, de l'État dynastique alaouite, oui, ça, avait écrit à Eliussi, le fameux Eliussi. Et il l'accuse de pratiquer Tafkhet. Tafkhet, dans un texte en arabe. C'est un texte en arabe, c'est un épître écrit par le secrétaire particulier du roi. Et lui aussi lui répond. Une réponse très forte, et dans laquelle il ne prend pas le mot Tafkhet, et il dit tasawwuf, c'est-à-dire le terme arabe. Et donc c'est de là qu'on a tiré l'idée que c'est une accusation et que la Tafkhet berbère est une Tafkhet rebelle. D'autant plus que ce roi combattait les Aïtius qui s'étaient rebellés. Ça, c'est la deuxième petite remarque que j'aimerais bien te voir réagir là-dessus, puisqu'on en a déjà un peu parlé, c'est l'importance de la dialectologie. Parfaitement d'accord, une description interne, etc. Mais tu sais bien que le terme accouche est dit. Hein, on dit que, par exemple, c'est un terme qui vient du Zénith, etc., et qu'il n'a pas d'existence à l'ouest. Par exemple, et on le trouve en Tamsna chez les Morawada. Oui. Bon. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que le verbe, effectivement, c'est lui qui n'existe pas à l'ouest. Et que j'ai retrouvé, je crois te l'avoir dit, que j'ai trouvé dans un texte arabe qui raconte l'histoire d'Ibn Zohar, Ibn Zohar en latin, dans la cour al-Muhaddath Inmel. Et il voulait apprendre le berbère.
Et le calife Al-Muhad lui a donné un maître. Et puis un jour, il l'a appelé, il lui a dit, qu'est-ce que tu as appris? Il lui a dit, voilà ce que j'ai appris, etc., etc. Et puis il lui a dit, alors demande ce que tu veux. Il lui a dit, Ksh, donne-moi. Et il lui a donné plein de cadeaux, etc. C'est le seul lieu, le seul texte où je trouvais ce verbe Ksh. Bien évidemment, il existe dans Marrakech, mais peu importe, mais c'est le seul témoignage. Eh bien, le problème est le suivant, c'est que je me demande, la composition du milieu almohade n'est pas uniquement, il y a des gens des Wencharis, il y a des... etc. Alors, le problème, quel était le maître du berbère que le calife a donné à Benjor? Autrement dit, il y a des frontières dialectales, mais il y a une mobilité de la langue aussi qui me paraît maintenant, d'après les sources du Moyen-Âge, fondamentale. C'est pour cela que cette mobilité, à mon avis, il faut en tenir compte parce qu'il peut fausser la description. Tout à fait, oui, en un mot, oui, il est certain qu'il y a une mobilité des lettrés berbères au Moyen-Âge qui est très marquée. C'est eux les formateurs de la langue. Le fameux Moutounat que j'évoquais tout à l'heure, qui est un lettré de la Cour almohade, qui a fait ce glossaire très important, hein, je crois qu'il doit y avoir, en total, dans la version la plus longue, 1700 mots berbère arabe, est né à la Ibn Hamad, hein, donc au sud de la Kabylie. Hein, donc la circulation était importante et donc c'est vrai que c'est aussi une des complexités de la situation, hein, qu'on retrouve aussi actuellement, pour embrayer un peu sur cette nécessité. Tous les travaux récents sur des formes un peu non documentées montrent une variation invraisemblable et donc des échanges. Je pense vous parler du Kabylie oriental. Je dis souvent, je pense aux travaux de Nassili Sagraoun en particulier, ou aux travaux aux autres travaux plus anciens. On se demande, est-ce qu'on peut appeler ça encore du kabyle, hein? C'est tellement différent, hein, sur tous les plans, y compris dans les systèmes grammaticaux. Donc, la mobilité, il y a une diversité beaucoup plus forte qu'on l'imaginait jusqu'à présent, jusqu'à quelques décennies, et la mobilité est très importante. La mobilité est très importante, des groupes comme des individus, donc effectivement, il semble qu'on puisse trouver, tu sais que cette racine, en tout cas, ne fait aucun doute, hein, pour donner, hein, là en kabyle, le non-verbal de Ufk, hein, c'est donc il y a la racine kasher, hein, le fait, la donation, le fait de donner, la racine, il n'y a pas de doute, hein, sur laquelle il fondait le nom de Dieu, Yahouch. Voilà, en tout cas, tu as raison d'insister sur la complexité des choses. Une dernière question. Ouais, j'ai une question. Pas une question, mais je vais profiter pour exprimer un remerciement au professeur Chaker, et si vous le permettez, à travers un petit poème en Touareg. Avec das l'Ikdafi, le Sédimètre d'Aven Gilamagades, place de la Rimet d'Aven Thomas, avec Chaker de Médinis, avec Confort de Médinis, avec un Rallye de Médinis. Merci. Moi j'ai une question, une petite dernière question. Très très brève. Donc je dis Azul, parce que là un sens c'est Az, approche, Oul c'est le cœur. Donc c'est peut-être une création, mais ça a un sens. Et là son sens. Azul c'est approche du cœur, c'est une salutation.
Maintenant, cela a été créé, bah, welcome, on l'apprend. Ma question, ça concerne déjà parce qu'en fait, Tamazra, c'est un vaste territoire. Ça va même maintenant au Soudan, il y a certains Soudanais qui se disent Amazigh. Ça va aussi dans le Sahel, et donc jusqu'aux îles Canaries. J'ai été en Égypte en 2024 en visitant le musée du Caire. J'ai trouvé certains noms des momies. Et là, je le retiens parce que ça s'appelle la momie Thousser. Et donc, j'étais un peu frappée parce que Thousser, c'est la vieillesse en mot kabyle. Donc, ma question, est-ce que dans vos recherches, dans vos travaux, est-ce que vous avez travaillé sur l'Égypte aussi, l'Égypte ancienne? Parce qu'il y a pas mal de momies. Ah, il y a pas mal de... On entend? Là, c'est bon? Il y a pas mal de momies où les noms, moi, ça m'a frappé. Donc, je suis partie comme ça. Bon, voilà, donc j'ai visité en tant que kabyle, mais Thousser, il y en a d'autres. Hein. Et j'ai demandé au guide, qui est arabophone, il ne connaissait pas. Donc, je lui ai dit, c'est dommage parce que il y a quand même certains mots qui ont un sens amazigh. Je ne me l'approprie pas, mais parce qu'il y a des amazighs au Siwa aussi. Donc, il y a des amazighs en Égypte. Donc, est-ce que les travaux de recherche, bien que politiquement, on n'a pas les moyens et c'est très compliqué, parce qu'on a toujours tendance à nous envoyer vers l'arabe. Pour moi, l'arabe, c'est une langue nouvelle, hein. C'est récente. Elle vient de l'assyrien persique. Elle a des influences araméennes. Donc, quand on parle de Tamazigh, il faudra qu'on la compare aux mêmes langues des mêmes époques. Ça veut dire qu'elle est très ancienne. C'est juste une question. Merci. Oui, en un mot, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris tout ce que vous avez dit. Personnellement, je n'ai pas du tout travaillé sur l'Égypte et sur les contacts, mais il est évident que ces contacts existent depuis des milliers d'années. L'Égypte pharaonique est en contact avec le monde berbère. Ça n'est d'ailleurs pas sans lien avec le nom de l'huile. D'ailleurs, je vous renvoie à ce chapitre sur le nom de l'olivier. Mais vous avez quand même quelques travaux sur le sujet, sur le lexique, chez Kosman, puis il y a un grand travail sur les travaux des égyptologues, depuis Batz, je ne sais pas comment on prononce, en passant par les travaux beaucoup plus récents de Colin sur les contacts Égypte-Berbère. Et personnellement, là, je ne suis vraiment pas compétent sur ces contacts-là. Très bien, merci beaucoup. Merci. Donc, voilà.